Bienvenue à tous, l'heure du décryptage de l'actualité politique nationale, internationale sur Identité Diaspora. FM, l'actualité au Bénin, la célébration de l'indépendance, la fête de l'indépendance, la session du Bénin à la souveraineté nationale et internationale, 61 ans. Après, voilà, donc le débat est d'actualité puisque dimanche prochain, donc dans, disons, environ 48 heures, le Bénin va une fois encore célébrer, bien sûr, son accession à la souveraineté nationale et internationale. La marche politique du Bénin de 1960 à nos jours, quelle appréciation? Nous allons en parler avec mes confrères dans un instant. Ensuite, le Conseil électoral, le sujet aussi reste d'actualité, mise en place du Conseil électoral. Pour quel défi? On sait, bien sûr, ce Conseil électoral qui fera son baptême de feu à partir de 2023, donc pratiquement dans un an, les législatives de 2023. Que dire donc de la composition également de ce Conseil électoral et pourquoi les députés, lors de la désignation pour remplacer, bien sûr, l'un de leurs membres qui a démissionné du Conseil électoral n'ont pas pu tenir compte du souhait du chef de l'État, qui aurait souhaité que la femme soit représentée au sein de ce Conseil électoral. Quelle analyse peut-on en faire? Dans un instant, nous allons en parler. Côte d'Ivoire, Ouattara et Gbagbo se sont bel et bien rencontrés le 27 juillet, mardi dernier. Cela donc représente des prémices, d'une réconciliation. Je n'analyse pas encore. Mori Arnaud Agua et Hippolyte Dosouanou vont en parler dans un instant. Hippolyte, bonjour. Bonjour, Koné Aïssé, bonjour à tous. Arnaud Mori Agua, bonjour. Bonjour Koné Aïssé, bonjour aux téléspectateurs et aux auditeurs de Diaspora FM. C'est parti pour le débat. Mais avant donc de lancer le débat, Nomori Agua et Hippolyte Dosouanou, hommage quand même à celle que nous allons surnommer la maman politique du Bénin, qui malheureusement nous a laissé le dimanche dernier, 25 juin, date de décès de Rosine Vieira Soglo. Hippolyte Dosouanou. Oui, le 25 passé, nous avons eu vent du départ pour l'éternité de notre maman nationale, Rosine Vieira Soglo. Une dame qui n'est plus à présenter parce qu'elle a été, depuis 1990, l'un des acteurs de la vie politique de notre pays. Même si par le passé, son mari a eu la chance de diriger pendant 5 années et notre pays, celle-là, elle est restée quand même l'une des figures emblématiques de la politique. Elle a marqué, de la politique béninoise, devais-je dire, elle a véritablement marqué le cœur de tous les Béninois. C'est une dame, au-delà de tout, qu'on peut reprocher à un être humain, demain une digne du pays, de par le patriotisme qu'elle incarne, de par le combat qu'elle a fait. Elle a été véritablement la voix des sans-voix. Elle a défendu les causes les plus nobles du peuple béninois. Aujourd'hui, Rosine Vieira Soglo est partie. C'est le moment pour nous quand même, si nous voulions honorer honorablement, mais si nous voudrions du moins honorer sa mémoire, d'essayer d'emboîter ses pas. Elle ne m'enchante pas la vérité. Elle dit la vérité quand il faut la dire. Elle essaye d'hausser le ton quand il faut hausser le ton. Avec beaucoup d'énergie. Malgré avec l'âge beaucoup aussi, d'énergie. Malgré son âge. Même à moins d'1 an de son départ, elle a encore parlé tout récemment. Elle a opiné sur l'actualité nationale par rapport à ce qui ne va pas, notamment à l'incarcération de l'autre jeune Amazon. Et comment elle s'appelle l'ex-candidate des démocrates, Madougou, Rekia Madougou. Donc, elle a opiné sur son incarcération. Donc, ce qui me fait mal, c'est que nous, Africains, nous ne savions pas honorer de vivant les gens qui font du bien, qui nous font du bien. Les gens qui arrivent à marquer quand même l'histoire de nos peuples.
elle est morte aujourd'hui. Nous constatons cette faute play quand même dommage que les gens le rendent. C'est bien. Mais la meilleure manière de rendre hommage aujourd'hui à Viera Rosine Soglo, c'est d'intérioriser ce qu'elle a laissé comme vertu, de mettre en pratique ses souhaits. Elle a toujours voulu que le peuple béninois soit un peuple uni. Elle a voulu que la démocratie du Bénin soit une démocratie dans laquelle les fondamentaux soient quand même consolidés. Et je n'ai pas grand-chose à dire seulement. Je dis seulement bon repos, chère maman. Son expérience politique devrait être comme une école aujourd'hui à Noyagua pour donc les générations futures. Oui, maman Rosine Soglo a montré le chemin, a montré la voie à la nouvelle génération, les jeunes personnes, les jeunes femmes qui voudraient donc s'essayer à la politique. Et je pense que d'autres lui ont déjà emboîté les pas. On a vu l'élan de la présidente de l'UDBN. On a vu d'autres personnes comme Célestine Zanou. On a vu également d'autres béninoises Marie-Élise Oubedo, donc des femmes qui ont eu le courage donc d'affronter les hommes sur le plan politique. C'est grâce au courage qu'incarnait donc Rosine Viera Soglo et qui a montré aux femmes qu'elles peuvent donc se mettre devant la scène et se faire valoir. Rosine Soglo, il faut le dire, avant l'avènement du renouveau démocratique, on ne parlait pas de première dame au Bénin, on ne voyait pas de première dame au Bénin, on ne connaissait pas véritablement la femme du président de la République. Et c'est avec l'arrivée au pouvoir du président Nicéphore Dieudonné Soglo que nous avons donc compris que le président pouvait être accompagné d'une femme qu'on va appeler la première dame. Et cette femme-là avait du caractère puisque automatiquement, quand le président a pris le pouvoir, elle était donc à ses côtés partout où le président de la République passait, elle était là. Et même dans ce message d'investiture que le président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, a lu à l'époque parce qu'il était malade, qu'il vous souvienne qu'il est allé se soigner donc et qu'il était malade donc après son élection, on entendait en arrière-plan la voix de Rosine Viera Soglo qui lisait pratiquement le texte avec lui. Oui, une femme qui a donc montré ce que c'est que la première dame et quel donc timbre la première dame doit avoir. On n'a plus vu une première dame comme elle depuis après le passage du président Dieudonné Soglo. On a vu des premières dames, mais plus de premières dames comme elle. Vous avez vu après donc cette voix qu'elle a montrée en tant que première dame, le président Nicéphore et le président Mathieu Kérékou, avant de revenir au pouvoir, s'est dépêché donc de régulariser sa situation sur le plan du mariage et donc est venu au pouvoir avec à ses côtés également une première dame. Et donc ils avaient compris que ça devient sérieux et que le président de la République devrait donc se faire représenter devrait avoir à ses côtés sa première dame. Et d'ailleurs, le président Nicéphore Soglo a rendu témoignage à Viera Rosine en disant que je paraphrase un peu, elle était pratiquement la force motrice de Nicéphore Soglo. Il a dit, cet homme m'a rendu fort. Absolument, elle était la force motrice. Le président Dieudonné Soglo a dit que c'est de sa présence qu'il tirait toute son énergie, toute sa force, son courage d'aller de l'avant. C'est normal quand vous avez à vos côtés une dame de feu, comme Désiré Viera Soglo, une Amazone, vous avez le courage d'aller de l'avant parce que derrière vous, vous avez son soutien. Quand vous la voyez, vous êtes rassuré. Il faut également rappeler les œuvres sociales qu'elle a eu donc à faire. Et c'est avec elle que nous avons commencé par voir plutôt une femme aux côtés des mamans
vraiment de tripler, de quintupler et autres. Et donc, elle n'hésitait pas quand il y avait une femme qui accouchait 3 bébés quelque part, et c'est elle qui accourt et qui va donc soutenir cette famille-là. Elle a montré, elle a également essayé, elle a également essayé à travers l'association Vidolé de fédérer un peu les femmes, de les organiser et donc de leur donner cet engouement, d'avoir foi en elles et d'assumer des postes de responsabilité. J'en voudrais pour preuve ces nombreuses femmes déterminées et qui, dans les marchés, prennent le devant des femmes vendeuses au marché et donc qui le font de la belle manière. Et donc, gouverner, assurer des responsabilités pouvait commencer par l'échelle des femmes au marché et autres qui militaient dans le parti RB. Et je pense quand même que nous devons lui rendre hommage et saluer donc sa mémoire. Cette dame a vécu utilement. Elle a véritablement vécu utilement. Et c'est le moment aussi de rappeler que quand on parle aujourd'hui du leadership féminin au Bénin, Rosine Vieira Sogo fait partie des précurseurs. Et on a vu la manière dont elle a concilié sa vie politique avec sa vie conjugale, avec aussi du côté social, où elle a été vraiment très active. Donc, si aujourd'hui nous voyons des femmes qui se disent nous sommes des leaders, mais elles doivent prendre l'exemple de Rosine Vieira Sogo. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons des femmes, quand elles deviennent des acteurs politiques, de l'autre côté, au plan matrimonial, mais conjugal, ça prend de coups. Non, au fait, ça, moi, je ne voudrais pas que nous jetons, excusez, monsieur Koné, c'est que nous faisons seulement, c'est-à-dire, allions des mots pour rendre seulement hommage à Rosine Vieira Sogo. C'est le moment quand même de réfléchir, de méditer, et de prendre quand même les bons côtés de celle-là quand même qui a marqué tout le cœur, qui a marqué tout le temps de l'histoire béninoise. Elle était soumise. Si, donc c'est pour vous dire que c'était pas évident, Hippolyte, avec son caractère de rester aux côtés d'un homme. Malgré ça, elle était soumise. Et pourtant, en la voyant sur l'échiquier, en la voyant à la chaîne, mais à la place publique, on voit en elle une dame de fer, celle-là qui devait être insoumise. Vous voyez? Alors que, mais quand elle revient à la maison, elle sait qu'elle est une femme, elle se soumet à son mari. Elle est restée sous un toit conjugal jusqu'au soir de sa vie. Elle est partie comme ça. Et surtout donc, derrière ses enfants, elle a dit... Elle défend tous ses enfants. Et même au-delà de ses enfants, Rosine Vieira Sogo, c'est une dame, quand on blâme quelqu'un, certes, elle est juriste de formation, avocate de profession. Elle n'hésite pas à commencer par défendre X ou Y. Elle ne dit pas seulement ses 2 enfants qu'elle en a. Donc, c'est le moment quand même de dire ces jeunes femmes qui se disent acteurs politiques ou mes leaders, qui incarnent le leadership, qui veulent défendre les gens, être, comment dire, la tête des ponts, des associations, qu'elles prennent véritablement l'exemple de Rosine Vieira Sogo pour dire on peut beau être une dame leader au plan national, mais tout en assumant ses fonctions de femme conjugale, mais femme conjugale à la maison. Donc c'est pour mes femmes, mes mères à la maison. C'est pour vous dire quand même... Femme au foyer, très bien, c'est la belle expression, femme au foyer. C'est pour vous dire quand même que quand nous prenons aujourd'hui le parcours ou même le vécu de Rosine Vieira Sogo, vraiment, c'est un bon parcours, tel comme l'apôtre Paul a dit dans la Bible. Elle a combattu le bon combat et les Béninois quand même, je le réitère surtout à l'endroit de nos gouvernements, la meilleure manière aujourd'hui de rendre hommage à Rosine Vieira Sogo, ce n'est pas peut-être lui attribuer une infrastructure sur laquelle on va ériger son nom, mais ce n'est pas ça, mais c'est de tout faire pour que toutes les doléances qu'elle a eu à porter au soir de sa vie soit prise en compte. Tout ce qu'elle dit, elle voudrait quand même que l'unité nationale revienne. Elle voudrait quand même qu'on respecte les textes fondamentaux de la République. Elle voudrait quand même qu'on essaie de mettre le citoyen lambda à l'aise. Donc, je ne voudrais pas qu'on enligne les mots pour dire qu'on la rende hommage. Et lorsqu'on va la mener dans son tombeau, dans son dernier demeure, on va se séparer comme ça et les mêmes problèmes vont se poser.
Vous me comprenez? C'est le moment aussi pour ceux qui sont parlementaires aujourd'hui de dire Rosine Sogo, elle faisait partie quand même des camps politiques. Même si elle est dans un camp politique là, au nom du patriotisme, elle essaie de défendre ce qui est défendable. Donc l'argent, c'est-à-dire elle ne s'attardait pas au matériel. Nous sommes d'accord qu'elle est la femme d'un président de la République, mais et pourtant elle pouvait quand même s'accrocher au matériel. C'est une femme, le matériel on lui lui dit donne, rien. si elle le donne, elle prend. Même si elle prend, elle le dit elle le dit officiellement. pris. Non, elle le dit officiellement. Mais ceux qui prennent officieusement et qui agissent officiellement, tout en mentant au peuple, nous voudrons ce qu'ils quand même corrigent cela en prenant l'exemple de cette dame quand même qui, je le redis une fois de bon, a essayé d'être un exemple de femme leader en Afrique et dans le monde entier. Et puis en tant que doyen d'âge à l'Assemblée nationale, entre-temps, l'un de ses derniers discours lors de l'investiture de la 7e législature, vous vous rappelez de ce discours vraiment épatant. Elle invitait donc les uns les autres à sortir les cadavres des placards et autres. Vous vous rappelez ce discours qui a fait beaucoup de polémiques, mais c'était un discours fort. Et l'autre côté aussi, elle est vraiment... En temps, on a vu qu'elle a envoyé des propos injurieux à l'honorable Badamassi. On nous a appris quand même qu'après, qu'elle s'est approchée de son jeune collègue pour lui présenter quand même ses excuses. Signe d'humilité. Signe d'humilité. C'est une grande dame, tout simplement. 20 ans quand même d'expérience parlementaire, ce n'est pas rien. Il faut le dire. Et également, doyenne d'âge à l'Assemblée nationale. On l'a vu diriger l'Assemblée pendant ces courts instants de passage en tant que doyenne d'âge. Elle essayait quand même un peu d'apporter de l'humour, même s'il y a la rigueur dans tout ce qu'elle faisait. Elle essayait de temps à autre de détendre l'atmosphère. Elle a de l'expérience. Elle n'a pas sa langue dans sa poche. Elle disait la vérité. Elle n'a pas peur de vous dire ce qu'elle pense en face. Et donc, je pense quand même que c'est un exemple à suivre, non seulement par les femmes qui voudront faire de la politique, mais aussi par les hommes qui n'osent pas assumer leurs responsabilités, qui n'osent pas dire la vérité en face et surtout dire ce qu'ils pensent des gens et préfèrent passer derrière dans les couloirs et raconter des choses sur des personnes au lieu d'affronter les gens. C'est un exemple à suivre tout simplement. C'est un exemple à suivre et c'est plus je dirais un exemple à suivre, mais également et bien sûr une figure à ne pas oublier dans la marche politique du Bénin de 1960, de l'indépendance dans nos jours. Je vais même dire qu'il va falloir, pourquoi pas, essayer de voir à quelle place il faudrait donner ce nom-là, ou du moins comment immortaliser à jamais ce nom, pour que les générations qui vont venir puissent se demander mais qui est cette personne-là, quel est ce nom. Contrairement à votre proposition, moi mon souhait aujourd'hui ce n'est pas peut-être j'ai enclenché la transition déjà le nom d'un endroit à Rosine Vera Sogo pour honorer sa mémoire. Pour moi aujourd'hui, que le décès de Rosine Vera Sogo amorce véritablement la réconciliation de tous les fils du Bénin. Que peut-être que le gouvernement, mais encore le jour de son enterrement... Il faut se mettre d'accord sur le fait que les fils du Bénin sont divisés. Est-ce qu'il y a la division? On ne va pas être hypocrite. Nous sommes journalistes. Nous ne sommes pas des acteurs politiques. On ne va pas faire preuve d'hypocrisie. Je n'affirme pas, c'est une question. Je pose une question. Nous ne sommes pas des acteurs politiques. Parce que d'autres Béninois qui vous suivent peuvent vous dire mais tout va bien. On est sorti des élections. Le président prêtait serment. Le second mandat est engagé. Vous savez qu'il y a une tension politique avec les arrestations qu'on a observées depuis les élections. Des sans-voix, dont la voix du peuple. On dit à l'instant où nous parlons là, nous sommes d'accord que le pays, ça se développe. Tout le monde, incontestablement là, nous sommes d'accord que le Bénin a amorcé véritablement sa voie du développement. Nous voyons les infrastructures qui s'érigent, qui fait que le pays se modernise. À des moments donnés même, on se méconnaît arriver à certains endroits de notre pays. Mais au-delà de ça, ce qui est le tissu social qui liait tous les fils et fils du Bénin là, ce tissu s'est effrité un peu, vous voulez dire. S'est effrité un peu. Et c'est le moment quand même
que chacun de nous puisse prendre l'occasion du décès de notre maman nationale, celle que nous adorons tous. Parce que quand elle est décédée, que ça soit Mauvancy, que ça soit opposant, tout le monde est d'accord que cette dame-là, c'est un exemple. Aujourd'hui, on est en train d'aduler, on est en train de lui rendre de violents hommages. Donc que son décès, quand même, soit le moment propice pour tous les acteurs de se parler, de se réasseoir, pour que nous nous amorcions véritablement la voie de la réconciliation. Cette voie de réconciliation qui va véritablement couronner le succès du développement qu'on est en train d'observer maintenant. Tous les fils se mettent ensemble donc, pour apporter leur pierre à l'édifice pour le développement enclenché. Pourquoi ne pas gracier tous ceux qui sont les souris et vont descendre pour assister à notre maman nationale. Vous l'avez dit, une figure politique. C'est un souhait. Et c'est que le chef de l'État, parti talent entre nous écouter, merci. Très bien. On a parlé d'une figure politique, découverte au Bénin, donc après la session, après la session, donc c'est ça, après l'élection du président Nicéphore Soglo, donc dans les années 90-91 et autres. Mais maintenant, nous allons parler de la marche politique du Bénin de 60 à maintenant. On laisse cette figure politique qui a contribué également à cette marche, on peut le dire aussi, de 60 maintenant, Anomori Agua. Oui. On ne fera pas de l'histoire forcément, mais on peut apprécier un peu, compte tenu des faits de l'histoire. Compte tenu de l'histoire politique, on peut apprécier un peu le comportement, la marche politique de 60 ans maintenant. Oui, on ne fera pas de l'histoire, mais quand on va parler de la marche politique, on pourrait donc se situer de la période post-indépendance et la période de l'indépendance même qui a commencé en 1960 et donc qui s'est prolongée et cette période politique qui est allée jusqu'en 1972 avant la prise de pouvoir par le général Mathieu Kérékou. Et cette période-là qui a été une période très tumultueuse, une période de coup d'État, une période l'enfant malade de l'Afrique, une période d'instabilité politique avec donc le partage du pouvoir même. On a parlé de monstres à trois têtes que vous qualifiez de désordre politique, me semble-t-il. C'est notre histoire. Et c'est enrichissant. Mais ça fait partie de la vitalité de la vie politique de notre pays. Oui, je suis d'accord avec vous, Hippolyte, parce que c'est après avoir traversé tout cela que l'on devient solide politiquement parlant. Et je pense quand même que ce n'était pas mauvais tout ce que le Bénin avait traversé comme tumulte politique, comme coup d'État, comme ce qu'on appelle l'enfant malade de l'Afrique. Et parce que c'est ça qui a permis donc à comprendre que ce n'était pas bien et donc qui a fait appel à un coup d'État. Et en 1972, il y a eu la révolution qui a pris le pas et donc la révolution a mis fin, a pris le pouvoir, a mis fin à tout ce désordre-là, à la pagaille qu'on a observé et donc le pouvoir a été donc dirigé par le général Mathieu Kérékou. C'était la révolution, cette période révolutionnaire que vous savez quand même, qui a mis tous les Béninois au pas, qui a donc discipliné beaucoup, qui a permis à beaucoup de Béninois de cultiver en eux le patriotisme. Et donc cette période qui a continué jusqu'à son déclin un peu avant 1990 et qui nous a donc amené à la conférence nationale où tous les fils qui avaient déserté le forum, qui ont fui le pays, qui était en exil, ont été invités, qui ont fui le pays et qui ont donc fui le régime du PRPB, donc ont rejoint le pays pour cette conférence nationale. Et là encore, il faut saluer je vais dire, clairvoyance ou du moins la clémence du régime en place du président de la République qui a permis aux exilés de rejoindre leur pays. Et ça veut dire que ce n'est pas pour la première fois. Si on permettait aux exilés de rejoindre leur pays, comme le disait Hippolyte, ce n'aurait pas été pour la première fois. C'est déjà arrivé. Et malgré tout ce qu'on reprochait à ces personnes-là, on leur a permis de rejoindre leur pays et de s'asseoir autour d'une table pour organiser la conférence nationale qui nous a conduit au renouveau démocratique avec l'arrivée au pouvoir donc du président Nicéphore Dieudonné Soglo qui, sur le plan politique,
politique a donné donc une impulsion au Bénin à réorganiser les choses, à rétablir les salaires et tout ce que vous savez. Et donc, et finalement, les présidents, d'autres présidents ont suivi. Le général Mathieu Kérékou est revenu, Nicéphore Dieudonné Soglo, et j'allais dire Boni Yahi, et maintenant le président Patrice Talon. Et donc, pour donc aller vite et ramasser tout ce qui s'est passé, tout ce qui a eu politiquement, nous avons depuis 1990 une période de stabilité politique, d'alternance au pouvoir, une constitution qui a pris corps depuis 1990, mais qui a été révisée en 2019, j'allais dire. En 2019, j'étais encore... Alors, mais on ne peut pas occulter la période révolutionnaire, là, 72 à 89, 80, 90, l'armée a pris le pouvoir. Mais cela n'a pas pu conduire donc, au vrai développement. Il y a eu beaucoup de déceptions par la suite, ce qui a donc conduit, donc, vous l'avez dit tout à l'heure, Hippolyte Dosouano, et ensuite après ça la démocratie aujourd'hui. Alors, est-ce que toute l'histoire, cette tumulte, ces revirements, ces situations un peu difficiles, confuses au sommet de l'État, est-ce qu'aujourd'hui, le politicien type a pu quand même tient compte aujourd'hui de cette expérience aujourd'hui? Est-ce que ça a permis véritablement de forger de véritables têtes politiques au service du développement dans notre pays? C'est la question aujourd'hui. Cette question, elle est vraiment poignante. Hein? Bon, mais ce que je dis, quoi qu'on dise, c'est l'histoire de notre pays. Et de 1960 à nos jours, on a constaté que l'histoire du Bénin a été marquée par deux périodes essentielles. La période de 1960 à 90 et de 90 à nos jours. Donc la première période dans laquelle il y a eu la période de 1970 jusqu'à 90, où en 72, le général Mathieu Kérékou a pris les rênes de notre pays par un coup d'État en renversant quand même le conseil présidentiel qui était constitué de 3 membres, à savoir Maga, Akpeti et Aromadegbe. Donc, quand il a pris le pouvoir, il a instauré le régime lénisme-marxisme, qui était un régime quand même, d'après ce qu'on nous a raconté, parce que nous sommes très jeunes, était un régime qui n'était pas mal sur tous les plans. Certes, il y avait l'autocratie, ou bien la dictature, mais ça permettait quand même aux citoyens de faire preuve de certain patriotisme. Les désordres qu'on observe aujourd'hui n'étaient pas permis dans le temps. Donc ça recadrait les citoyens, ça les éduquait au civisme, à la citoyenneté. Donc, mais au-delà de tout, les citoyens souffraient du côté social, les salaires étaient vraiment impayés, l'économie était complètement à terre. Et c'est le moment quand même de rendre hommage à ces élites d'alors qui ont su, à ce moment précis, quand même de faire taire les querelles pour s'asseoir en 90 par le biais de Isidore de Souza, où ils ont assisté à la conférence nationale des forces vives de la nation. Et chacun d'eux s'est véritablement exprimé et ils ont accouché les idées et cela a pu permettre d'amorcer la glorieuse voie de démocratie qu'on est en train d'expérimenter jusqu'à nos jours. Donc de 90 à nos jours, nous avons constaté que notre pays, sur la marche démocratique, a connu beaucoup de présidents. Donc en 91, c'est le moment quand même de rendre aussi hommage au général Mathieu Kérékou qui avait tous les pouvoirs de se maintenir au pouvoir, avait tous les pouvoirs de fouler au sol toutes les résolutions qui étaient issues de cette conférence, de la conférence nationale de février 90. Mais au nom du patriotisme, il a fait profil bas, il a tout accepté et il a organisé les élections qu'il a perdues. Et c'est son premier ministre qui était Nicéphore Soglo, jeune cadre de la Banque mondiale qui était revenu pour la conférence de la conférence nationale des forces de la nation, donc a été élu en 91 président de la République. Il ne lui a pas perturbé sa gestion.
il s'est retranché dans sa maison qu'on appelle le Filao pour se reposer, pour réfléchir, pour voir comment faire pour revenir encore au pouvoir. Et en 1996, il est encore revenu pour prendre les rênes de notre pouvoir. Il a fait les 2 mandats consécutifs, donc de 1996 à 2001, de 2001 à 2016. Mais en temps, à 2006, on va revenir un peu à la gestion du premier président démocratiquement élu. Kenny Sefos, Dieudonné Sogo, dont on a rendu tout à l'heure hommage à sa femme. Mais vous faites bien de rappeler. C'est pour vous dire quand même. Alors aujourd'hui, attendez, quand on parle de la. Je vais connaître. Donnez-moi une seconde. Le politicien type aujourd'hui. Je vais répondre. Est-ce que nos actes, est-ce que nos décisions aujourd'hui, est-ce que nous tenons compte de l'histoire? Je suis en train d'étaler mon argumentaire. Je vais en arriver. Je n'ai pas oublié votre question. En 91, quand Sogo a pris le pouvoir, il a instauré ce qu'on appelle le PAS, le programme d'ajustement structurel. Il a instauré les départs volontaires. Donc, lui, en tant que jeune cadre, il a travaillé quand même parce que, d'après ce qu'on nous a raconté dans l'histoire, il a amené c'est lui qui a mis les pavés au Bénin. Il y a les voies qui étaient, ce qu'on appelle maintenant asphaltage. Il a travaillé, il a semblé moderniser un peu le pays à sa manière. Mais il a détruit beaucoup d'emplois à travers le PAS, le programme d'ajustement structurel, à travers les départs volontaires. Donc, c'est ce que lui a pu faire. Quand le général Mathieu Kérékou, pendant ces 10 ans, est arrivé au pouvoir, il a quand même cherché à corriger ce que son jeune prédécesseur a fait. Donc, en ouvrant un peu la voie des recrutements, où les gens étaient recrutés un peu dans la fonction publique, et sous son régime, on a essayé quand même de promouvoir certaines élites. C'est sous ce régime aussi où la corruption a été semée, si on peut parler ainsi. Donc, après lui, le général, en 2006, docteur Thomas Boniaï, notre grand ami est venu maintenant prendre les règles du pouvoir. C'est votre ami. C'est le papa Bonheur qu'on l'appelait. On l'appelle papa Bonheur. Donc, il est venu au pouvoir avec un conseil pour dire le changement. Pour lui, il a vu qu'effectivement que le pays était mal géré, que ça n'allait pas bien, qu'il faut changer le paradigme. Il a essayé, mais il n'a pas pu pendant les 5 premières années. On a changé de vocable. Et pour lui, il a changé de vocable pour dire qu'il faut refondre maintenant. Donc, il a essayé de refondre, mais avouons quand même que c'est l'un des présidents qui, de par quand même sa manière de faire, et aussi de par son degré d'intellectualisme, un docteur en économie, a su de façon indirectement nourrir le peuple. Même si on lui reproche des trucs tels que le cul de sa personnalité à travers les marches de soutien, mais c'est des manières indirectes pour lui quand même de permettre à chaque citoyen de pouvoir trouver un toit sans peu quelques moments. Il était très proche également. Oui, pour subvenir à leurs besoins. C'est sous ce régime, c'est sous Boni Yahi, que la fonction enseignante a été revalorisée, notamment ceux du supérieur. Alors, on n'a pas beaucoup de temps. Répondez à la question. Je vais répondre. Non, de 1 minute, je vais répondre. L'autre chose, c'est sur lui qu'on a constaté qu'il y a eu la revalorisation indiciaire des fonctionnaires de l'État. Mais au-delà de tout, il aussi a laissé des séquelles en termes de corruption, beaucoup de dossiers, affaires censales. Finalement, on n'a plus le changement ni la refondation. C'est tous les mêmes cadres qui fonctionnent comme ça. Il va revenir le musée de la corruption. Le musée de la corruption a été un peu érigé sous Boni Yahi aussi. Machine agricole. Maintenant, quand le Agbono national a pris les rênes du pouvoir en 2016, je parle de notre président, Patrick Talon. Notre ami aussi. Notre ami, bien évidemment, mais c'est notre ami. Mais quand le Patrick Talon a pris le pouvoir, lui, avouons-le qu'il a eu cette spécificité d'être l'un des proches de l'ombre de tous les présidents dont on a parlé tout à l'heure, à partir de 90. Il a fait avec Sogo, il a fait avec Mathieu Kérékou, il a fait avec Boni Yahi, et il fait partie même des gens qui ont permis à Boni Yahi de trouver les moyens nécessaires lui, ce n'était pas pour venir venir ne connaissait au pas la pouvoir. Maison. Donc, lui, c'est quelqu'un, il n'était pas un intrus de la maison, il maîtrisait bien les circuits de la gouvernance. C'est pour ça que lui il maîtrisait bien, malgré la déconfiture dans laquelle l'État connaît bien le comportement de chaque acteur politique. De Bénin révélé. Les voies politiques. Voilà. Il maîtrise c'est pour ça qu'il a apporté la révélation. Et qu'elle est venue là dire qu'il va révéler le Bénin. Il va révéler le Bénin. Et effectivement, en faisant la rupture. On a constaté avec ce concept de la rupture, il a tourné véritablement dos
à la manière dont le pays se gérait. Sous Patrice Talon, lui n'a pas d'amis. Si tu es bon, tu fais avec lui. Si tu n'es pas bon, tu subis les rigueurs de la loi. Donc, avec lui, on a constaté que ce qu'on appelle la justice des faibles est devenue la justice pour tous. Donc, il n'y a plus des gens qui disent parce que je suis ministre, je suis tant, je n'ai plus affaire à un ministre, mais je suis opérateur comique. Je vais arriver qu'on ait ici. Vous savez, vous avez fait un long argumentaire. Alors, maintenant, le type, le politicien type. Le politicien type, je vais chuter. Cette marche de 60 à aujourd'hui a non, en fait, ça a forgé des politiciens. Si on veut parler de 90 à nos jours, c'est un peu, ce n'est pas si. Ce n'est pas une période longue. Sans conviction. Ce n'est pas une période si longue. C'est les mêmes acteurs qu'on a eu pratiquement en 90, à part quelques personnes qui sont déjà mortes, qui sont encore là, qui animent la vie politique de notre pays. C'est pour vous dire que même quelle que soit la détermination de Patrice Talon, quel que soit le courage dont il est en train de faire montre en faisant la lutte contre la corruption, en voulant quand même assainir les secteurs pour que, que les citoyens soient de véritables patriotes au service du développement, le citoyen d'alors demeure toujours le citoyen d'aujourd'hui. Donc, tout ce que nous observons aujourd'hui, on ne peut pas dire en toute honnêteté intellectuelle qu'on a des citoyens qui soient exempts de critiques, ou bien on a des citoyens qui soient de véritables acteurs, mais de politiciens qui soient de véritables acteurs du développement. Je dis non. Si en principe, on avait ces citoyens-là qui ont participé à la conférence des forces vives de la nation de 90, qui vivent aujourd'hui, qui sont encore dans les girons du pouvoir, qui sont encore là aujourd'hui, on dit que nous amorçons le développement. Cela voudra dire véritablement que le travail pour lequel ils sont appelés élites de la République, mais sont appelés, mais pour lesquels nous disons qu'ils sont les élites, le travail n'a pas été bien fait. Donc c'est moi quand même de dire que chacun de nous doit marquer une pause, essayer de cogiter et essayer de revoir les manières dont nous sommes en train de faire. L'histoire, elle est têtue. Tout ce que chacun d'entre eux a eu à faire par le passé, l'histoire les retrace. Et l'angle de l'histoire, elle est vraiment indélébile. On n'arrive pas à l'effacer. D'accord. Alors, je voudrais répondre à la question en disant que la période du renouveau démocratique nous a amené à une certaine philosophie déjà du pouvoir, le partage du pouvoir depuis la période du renouveau démocratique où le président s'est fait entourer des gens, des parents qui ont été nommés à des postes pour le partage du pouvoir. Et cette façon d'évoluer n'a pas changé. Donc, sous le général Mathieu Kérékou, pendant ses mandats, c'est également ses proches qui avaient dirigé avec lui pendant la période révolutionnaire qu'il a appelé donc au partage du pouvoir. Et donc, ça a continué sous Thomas Boniaï, et donc, où nous avons vu véritablement l'alternance, c'est-à-dire pas l'alternance, la transhumance, j'allais dire, transhumance politique, où on pouvait dire que les politiciens, on rejoint l'autre parti, on est à la recherche de son intérêt personnel, et donc on quitte, on regarde, on observe l'environnement. C'était des politiciens qui se comportaient un peu comme les revenants là. Quand les revenants sont sur le terrain de danse là. Il faut pas les canaliser. Si vous ne les canalisez pas, ils vont rentrer. Voilà, donc on allait de parti en parti, sans conviction, sans vision. Sans vision. Et on voyait de quel côté se trouvait la balance ou de quel côté il faut y aller pour aller trouver, pour tirer son épingle du jeu. Voilà. Et donc c'est de ce côté-là que les politiciens vont. Et donc c'était sans conviction. On a vu. Et on a surtout observé quand Yahya Bouni a quitté le pouvoir. On a vu des gens qui ont dit si vous allez ici, le président va à gauche, tout le monde à gauche. Tout le monde va à droite, tout le monde à droite. En fait, ce que Maureen Lagua dit, c'est vraiment pertinent. En fait, la démocratie, a dit, l'aide du renouveau démocratique a ouvert la voie à un désordre, en quelque sorte, des acteurs politiques. Effectivement, l'un des mâles qui mine effectivement le développement de notre pays-là,
c'est les intérêts personnels et égoïstes via les partis politiques. Les partis politiques devaient être quand même des vecteurs de développement. Mais ces mots sont mais transmis de ils ne le génération sont, non, en ils ne génération, le sont pas. Et ça se transmet de génération en génération. Regardez comment les gens qui, au soir du mandat de Yahi Boni, lui juraient que vraiment qu'ils lui seront restés, qu'ils lui seront fidèles jusqu'à sa mort. Il y a une mais rue, Yahi Boni, son système a été démis comme ça, à peine venu, et c'est les mêmes personnes qui ont changé de discours, de veste rapidement. de veste, et ils ne commencent pas à mentir. Donc, si nous allons nous en tenir compte à ce... Et même ils vont jusqu'à critiquer. À critiquer alors le accord parce qu'ils veulent subvenir à leur vente. Un chanteur dit qu'au Bénin, on n'a pas la démocratie, mais on a la dogocratie. C'est-à-dire la démocratie du ventre. L'artiste là a pleinement raison. Il n'a pas ce acteur politique au Bénin qu'on allait doiter que lui là. Que c'est quelqu'un qui est véritablement un acteur de développement, qui se bat pour le développement, mais à cause de son propre intérêt. Suffit-il qu'il soit élu et qu'il oublie sa base? Suffit-il qu'il soit promis à tel poste là, qu'il ne commence pas à détourner, qu'on ne pas faire ci? Comment faire pour avoir des immeubles ici, acheter de passer par là? On a même vu un parti politique qui a été obligé de dire on finit avec l'opposition. On ne peut pas généraliser de go. C'est pour vous dire que ce que vous dites, il doit en avoir de vertueux. Il doit en avoir de vertueux parmi eux. Est-ce qu'il y a des vertus en politique? Est-ce qu'il y a des vertus en politique? Il y a des gens c'est le moment quand même là de dire que même si après 30 ans de vie démocratique, permettez-moi de placer un mot le Bénin avait véritablement besoin d'un certain concept qu'on devait appeler facilement rupture. Et si la rupture devait être mise en œuvre de façon rigoureuse et précise, et que chaque cadre et chaque acteur politique devait s'accepter d'être recadré, on va véritablement devenir un pays développé. Parlant de rupture, justement, je prends le mot rupture. Il faut quand même décerner un palme d'or au pouvoir en place qui a pu régler un certain nombre de problèmes sur le plan politique. Je voudrais par exemple faire allusion à ces multitudes de partis politiques et ces partis politiques, ces clubs électoraux, des gens qui avaient donc leur parti politique dans leur sac et qui se promenaient avec. Et donc aujourd'hui, avec la réforme du système partisan, nous avons remarqué quand même que nous sommes passés à une quinzaine de partis politiques. Je pense. Attention, la liste, ça s'allonge. La liste s'allonge, mais même s'il y a certains partis qui sommeillent, il y a quand même cette réforme-là qui a été une réussite. Et vous avez vu une refonte des partis politiques et aujourd'hui qui donne sur l'échiquier national, sur le plan politique, quand même quelque chose de potable que nous voyons. La seule question qui reste à régler, c'est donc l'alternance, pas l'alternance, je dis la transhumance de ces forces politiciens d'un parti à un autre compte tenu de leurs intérêts. Parce qu'on remarque que des démissions continuent en ce qui concerne les partis politiques et qui les voient à l'heure actuelle et qui les voient donc partir vers d'autres partis certainement à cause de leurs intérêts. Donc je pense quand même qu'il faut quand même saluer cette réforme à ce niveau-là et qui sur le plan politique quand même a apporté une petite lumière à l'image du La Bénin. conclusion de 60 ans maintenant, on n'a pas pu encore forger le type de politicien capable on pour ne l'a pas apporter... encore Absolument, on ne l'a pas encore. C'est relatif. Mais c'est relatif. Il y a quand même eu de bons cadres politiques que le pays a connus. Les réformes actuelles peuvent permettre quand même de forger le profil idéal de politicien qu'on doit avoir pour être sur la voie du développement. Justement, ces réformes ne font pas forcément l'unanimité. Non, on n'a qu'à essayer de permettre à ce que d'autres forces qui n'épousent pas forcément leur idéologie arrivent à subvenir aux réformes. Soit à l'écoute aussi. Et qu'ils soient à l'écoute de ces partis parce qu'aujourd'hui nous constatons que l'animation de la vie politique au Bénin ça baisse d'intensité. Ça a connu un déclin, ça il faut le dire. Ça a connu un déclin. Et nous qui sommes journalistes aussi, directeurs de publication des journaux, on a de la peine à un moment donné pour faire le traitement de l'information. Et les langues ne se délient plus. Les langues ne se délient plus. Et on va tout dans le même sens. Ce n'est pas de bon signe pour la démocratie. On le dit quand même, si
on veut effectivement décerner par rapport aux réformes politiques qu'a entrepris le président Patrice Talon, et que nous sommes d'accord avec lui qu'il faut effectivement ces réformes parce que le besoin se fait sentir. C'est un moment pour lui quand même de lui rappeler de tout faire pour que l'animation de la vie politique là revienne encore sur face. Puisqu'on parle politique, on va laisser le Bénin maintenant et faire un tour en Côte d'Ivoire rapidement, puisqu'on n'aura pas le temps d'éplucher le second sujet. Donc on va y revenir. Alors, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo se sont enfin rencontrés mardi dernier à Nomori-Yagua. Oui, on entend dire que c'est une rencontre, la rencontre du siècle ou du moment. Je pense quand même que ça doit faire réfléchir. Et si véritablement la crise électorale en Côte d'Ivoire a amené autant de morts, plus de 3000 morts ou 3000 morts, on le dit, et que quand même, avec tout ce que Gbagbo a subi 10 ans après, retrouve Ouattara et les deux aujourd'hui marchent main dans la main et donc sont contents de se revoir. Je pense quand même que ça doit faire réfléchir. Il faudrait que, quel que soit ce qui arrive et quels que soient les actes que les hommes politiques posent aujourd'hui, que nous puissions savoir que demain, ils sont capables de se retrouver et que la population puisse faire preuve de discernement pour ne pas se laisser aller, pour ne pas se laisser emporter, parce que ce sont eux qui subissent les conséquences. Quand deux éléphants se battent, ce sont les elfes qui en pâtissent. Oui, effectivement, la rencontre Gbagbo-Ouattara était vraiment attendue. Nous avons tous aimé quand même cette rencontre et on sait que cette rencontre quand même va approcher de bonnes choses pour le peuple ivoirien qui est entre déchiré pendant des décennies. Mais ce qui me fait mal dans tout ça là, ce que nous avons vu l'autre fois, on a constaté que les deux présidents ont présenté des visages vraiment rayonnants, des sourires authentiques, mais est-ce que véritablement dans leur cœur, ils sont prêts à se pardonner, à se réconcilier? L'autre chose qu'il ne faut pas oublier, mais est-ce que cette rencontre peut faire encore ressusciter les 3000 morts qu'on a observés après cette crise post-électorale? La question, elle est purement, et la réponse est purement négative. C'est vraiment quand même de rappeler aux acteurs politiques pour dire que si eux, ils peuvent à tout moment le peuple ne vous donne pas caution et défaire pour que en retour les crises, vous avez la caution, mais les conséquences pour conduire ce collatérales que cela engendre là sont vraiment, ne sont pas réparables. Ne sont pas du tout réparables. Donc, voilà, donc vous parlez de oui, nous sommes d'accord. Regardez ces souris. C'est des souris authentiques, certes. Mais le cœur de ces deux hommes-là sont vraiment douteux. Je ne peux pas les croire. Je ne peux pas croire parce que pour un homme politique, c'est vraiment grave. Je ne peux pas les croire. Donc c'est fou. Analysez bien les deux visages. Même s'il faut quand même saluer l'humilité de Gbagbo qui a subi toutes les humiliations de ce monde. Mais le président qui est là, qui a toujours défendu la regardez l'aspect du visage de Gbagbo. Mais pourtant, il y avait les sourires. Le visage là n'est pas. Regardez ce sourire. Regardez ce visage. C'est un peu trompeur. Donc on doit. C'est le sourire ivoirien. Non, on doit beaucoup se méfier. Mais je le dis, je le redis. Il est bien vrai. Tout à l'heure, quand on a parlé d'histoire béninoise, le Bénin n'a pas connu ça. On n'a pas connu ça. C'est une bonne chose. Mais quelques indices qui se passent maintenant, à défaut de prendre l'exemple de la. Non, je vous dis que le pire n'est pas survenu au Bénin. Mais que nous prenons quand même l'exemple de cette réconciliation que les gens sont en train d'amorcer où deux ennemis jurés se sont rencontrés pour quand même faire asseoir, vous appelez l'ancien président Boniaï. L'ancien président Boniaï et le président actuel Patrice Talon a donc à et que les trois se rencontrent, voilà. Et comment dire, Patrice Talon, ils vont parler du développement du pays, que des centres déchirants, eux, à cause des intérêts personnels égoïstes. Ce qui ne plaît pas au peuple là. Ça va être un bon signal pour l'unité que vous avez voulu soulever tout à l'heure. C'est le mauvais signal quand même. Le cas essaie de se rasseoir pour se parler. Et ça serait beaucoup. Mouri-Agua. Je pense que l'essentiel a été dit. Donc je pense quand même que pour aplanir un peu les divergences, c'est quand même un exemple à suivre. Comme il a dit, il faudrait quand même que nos présidents également, nos anciens présidents se voient, discutent, échangent et s'asseyent donc pour ensemble discuter du développement.
Merci à vous, Arnaud Mouriagua. Merci, Pauline Dosouanou. Merci à toute l'équipe de réalisation. Si, c'est vous qui assurez donc aujourd'hui la réalisation avec Didier Guédou au son et puis à l'image, voilà, Jean-Baptiste Boucan, je crois bien. Alors, merci à toutes et à tous. Et puis, on va se retrouver vendredi prochain. N'oubliez pas également 18h sur la 102.3 Diaspora FM, le forum de la rédaction. Au revoir. Ciao.